Eh bien voilà, rebonjour et bienvenue toujours sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie d'expliquer que l'humanité dans son ensemble évolue, sans le savoir, vers son ultime perfection. Et de quelle perfection s'agit-il? Eh bien, c'est tout ce qu'on peut imaginer d'une humanité parfaite, d'une humanité qui aurait atteint son zénith, son acmé. C'est simple, je pense que nous sommes 8 milliards d'êtres humains, quasiment, et je pense que chacun a à peu près la même vision de ce que pourrait être le paradis sur cette planète. Un espace de fraternité, un espace où on a réglé tous nos problèmes psychologiques, où l'homme n'est plus un loup pour l'homme. Voilà, un espace où on peut s'aimer, contempler, voyager, se rencontrer, marcher à travers toute cette planète sans entrave, dans une totale liberté, par exemple. Ça pourrait être ça. Bon, bien entendu, je pense que c'est pas à 100%, hein, mais c'est globalement la majorité humaine le verrait comme ça, pouvoir aller à la rencontre les uns des autres, se connaître, se rencontrer. Ça me rappelle un reportage que j'avais vu dans les steppes russes, une sorte de berger, enfin quelqu'un qui vivait comme ça tout seul à travers, avec son troupeau. La plupart du temps, il était dans cette solitude. Il avait ses chiens, ses animaux, etc. Son fusil pour chasser, enfin. Et il se faisait un sauna à travers une tente. C'était très, vraiment intéressant. Et le gars qui l'a interviewé lui demandait qu'est-ce que c'était son souhait. Alors, il ne voulait pas quitter évidemment cet endroit. Il avait conscience à quel point il était privilégié de pouvoir ne pas avoir de télévision, d'être posé là, de pouvoir contempler, d'être en pleine nature, etc. Même si c'était dur, rude, etc. Mais malgré tout, il a dit, j'aimerais aller visiter New York, j'aimerais aller visiter la France, j'aimerais aller visiter le monde, aller courir le monde, connaître les gens pour les rencontrer, mais revenir après chez moi. Mais ça, c'est ce qui anime la plus grande majorité humaine. Et c'est pour ça que les gens, c'est une des grandes motivations de tous ces jeunes qui prennent le bateau pour essayer de rejoindre l'Occident. C'est aussi pour venir à la rencontre des autres, pour aller découvrir, pour connaître, comme nous avons ce plaisir. Alors, pour l'Occident, il est offert, c'est très facile, n'importe quel jeune peut prendre l'avion, aller traverser le monde, aller rencontrer les aborigènes, aller en Asie, aller en Afrique, tout est permis pour l'occidental. Et pour la plupart des jeunes en Afrique, ils n'ont pas accès à ça. Et ils voient bien à la télévision que le monde voyage, qu'une partie du monde voyage. Donc c'est totalement injuste. C'est d'une injustice incroyable. Et si les médias étaient justes, ils le révéleraient depuis 20 ans, 30 ans. Ils éclabousseraient le monde comme ça. Au lieu de survolter le racisme, ils nous montreraient ce deux poids, deux mesures, comme on le dit en ce moment-là. Et donc l'Occident se révolterait, interpellerait ces hommes politiques et dirait « Bon, vous arrêtez d'emmerder les autres pays, vous allez commencer à partager pour qu'ils puissent vivre et faire comme toute la jeunesse l'espère sur cette planète. Vous allez leur donner la chance rapidement. » Voilà. Voilà.
Bon, ben, ça me donne toujours l'occasion, ces petites lectures, de partir sur de digresser, de commenter des choses. Et c'est peut-être ça qui est le plus important, parce que les lectures que je fais, elles sont approximatives, hein. La dernière, par exemple, voilà, je suis pas à la hauteur de ce que je lis. Là, je suis en train de lire un ouvrage de Basho, qui était un poète japonais amateur de haïku, de haïku, je ne sais pas comment on dit. Et donc, c'est son journal de voyage où il traverse le Japon pour aller rejoindre la tombe de sa mère, morte l'année précédente. Et il part avec un de ses disciples. Et donc, il écrit, et c'est sa réflexion sur la contemplation, parce que la poésie japonaise, et surtout le haïku, il y a une contemplation intense de la vie, des choses. Et donc, c'est le sentiment que donne la présence d'être en vie face à la nature, à la vie, aux autres, et de pouvoir transformer cette sensation, ce sentiment, en quelques vers, en 3 vers, c'est des pieds très réguliers, en quelques vers, de pouvoir donner la meilleure image possible. C'est extraordinaire, c'est très concis et c'est très profond, puissant. Pour donner un exemple, un des premiers haïkus que j'avais lu et qui m'a donné ce goût du haïku il y a très longtemps maintenant, c'était Un manche à la lune, quel bel éventail. Et là, on voit toute la logique de l'homme qui marche dans la nuit, voit cette lune pleine, ronde, et il imagine un petit manche à la lune. Et c'était en 1600. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, les jeunes ont repris cette chose-là. On montre avec un doigt, on tient la tour Eiffel, voilà, on fait comme si on tenait, je ne sais pas, la lune. Bon, ben voilà, c'était déjà présent dans la pensée poétique. Et la poésie, c'est ça qu'il y a de magique dans la poésie, cette puissance-là. Voilà. Et donc, c'est en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle et qui dit que nous allons vers notre ultime perfection. L'ensemble humain évolue vers sa perfection. L'extase, la fusion avec le divin. Voilà. Alors, c'est la 3e vidéo et je vais continuer. Donc, il se promène avec Shiri. Donc, il marche, il fait ce périple avec Shiri, son disciple, Basho et Shiri. Voilà. Et donc, dans la dernière vidéo, il a croisé un enfant abandonné, un enfant de 3 ans à peu près, qui pleure pitoyablement, et donc ça a été le sujet de la vidéo précédente. Là, on continue. Mettant Anki de Matsubaya Fuboku, qui se trouvait en Ise, j'allais lui rendre visite et pour 10 jours arrêter mes pas. Donc, dans ce voyage, voilà, il y avait quelqu'un, peut-être un de ses disciples, voilà, qui se trouvait à Ise. Sur la route, il y va. Donc, on sent tout le bonheur. Eh bien, c'est ça la perfection vers laquelle va l'humanité. C'est de pouvoir vivre cet état-là, de pouvoir partir, savoir que on a des amis là-bas, on y va à pied, on part, on a le temps. Partout où on s'arrête, on trouve le gîte, le couvert gratuitement. Tout est gratuit, voilà, c'est fini dans cet état de perfection. Et bien entendu, ça mettra encore quelques siècles pour atteindre cet état. Mais quand on l'aura atteint, il y aura on aura tout construit, donc il n'y aura plus besoin de construire, plus besoin d'argent, plus besoin de commerce, plus besoin de business. On pourra contempler et vivre heureux. Voilà.
On travaillera, on partagera un petit peu notre temps partout où on passe, comme on le fait sur le chemin de Saint-Jacques, ou comme on le fait on commence à le faire de plus en plus dans l'entraide. On se fait héberger, puis on rend quelques services, etc. Ben ça sera la vie, quoi, la vie universelle comme ça. Il n'y aura pas un endroit, un peuple, un groupe qui parviendrait à ça, et pendant que les autres seraient dans l'indigence. On ne pourrait pas vivre ça. Donc c'est bien l'humanité dans son ensemble qui doit atteindre cet état-là. Alors donc il va voir cet ami Matsubaya Fuboku qui était à Ise. À la nuit tombée, j'allais faire mes dévotions au sanctuaire extérieur. À l'ombre indécise du premier portique, les lanternes sacrées luisaient çà et là, pénétrées par le vent des pins de la cime sans égale. Une profonde émotion m'envahit. Pénétrées, donc les lanternes, elles bougeaient, elles étaient pénétrées par le vent des pins de la cime sans égale. Une profonde émotion m'envahit. 30e nuit sans lune, cryptomère de 1000 ans qu'empoigne l'ouragan. Donc, ça faisait 30 nuits qu'il voyageait sans doute, et il était au contact de la nuit dans sa pérégrination. Et donc, ça devait être caché parce que le temps était couvert, sans doute pendant 30 jours, sans discontinuer. À la ceinture, je ne porte le fer et le bissac suspendu au col. Donc, à la ceinture, je ne porte le fer. Je pense qu'il parle de l'épée. En fait, c'est pas un guerrier. Et le bissac suspendu au col. Donc, la besace, sans doute. À la main, je tiens le chapelet de 18 grains. Alors, pourquoi il y avait ce chapelet? Mais c'est la mystique, elle existe depuis très longtemps. Et depuis longtemps, les hommes ont ces chapelets. On le voit en Turquie, les gens qui font tourner leur chapelet comme ça. On m'en a offert un qui venait de Turquie et c'était des dés. Au lieu que ça soit des perles ou des choses comme ça, c'était des dés à jouer. C'est très joli. Joli, et ben voilà, elles sont là, d'ailleurs. Il m'en reste, j'en avais tout un truc, et puis il m'en reste 3. Ça fait très 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 longtemps que je les ai. Voilà. Je ressemble à un moine et je suis couvert de poussière du siècle. Je ressemble à un laïc et n'ai point de cheveux. Je ne suis moine, certes, mais qui ne porte le toupet, l'on tient pour sectataire du Bouddha, et l'on m'interdit de me présenter devant les dieux. Ah, parce qu'il n'a pas l'habit adéquat, il va donc faire ses dévotions au sanctuaire, mais on lui interdit. Au fond du val de Saigyo court un ruisseau, j'avise des femmes qui y lavent des patates. Donc, c'est pas grave, voilà, on lui interdit de me présenter devant les dieux. Mais voilà, il est libre, Max. Au fond du val de Saigyo court un ruisseau, j'avise des femmes qui y lavent des patates. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Ces femmes qui lavent des patates, si j'étais Saigyo, en vers chanterais. Ah, Saigyo, donc Saigyo, est-ce que c'est qui était ce Saigyo? Au fond du val de Saigyo court un ruisseau. Si j'étais Saigyo, en vers chanterais. Donc voilà. Ce jour-là, sur le chemin, c'est ce que je disais, c'est une lecture atypique, hein, j'ai pas de connaissances, c'est pas ce qui est intéressant, c'est un peu ce qui vient à la marge de ces lectures. J'ai absolument pas
matériel universitaire pour parler correctement, par exemple, de la poésie japonaise, du haïku ou quoi que ce soit, et j'oublie tout aussi vite que ce que je l'apprends. Mon cerveau est fait juste pour faire de la création. Donc il n'a pas besoin de retenir, il ne cherche pas à instruire sous cette forme-là. Et donc il faut toujours, il vaut mieux le lire. Voilà, c'est juste un prétexte à digression. Ce jour-là, sur le chemin de retour, je m'arrêtai en une certaine boutique à thé. Lors, une femme nommée Cho, Papillon, m'invita à composer un verset sur son nom. Or voici ce que je traçais sur la soie blanche qu'elle me présentait. Chaud, qu'est-ce que c'est beau, Papillon, les prénoms comme ça, voilà. On retrouve ça aussi dans le monde musulman. Ces prénoms qui ont des gazelles, qui ont des noms de fleurs, etc. Mais on le retrouve dans toute l'humanité, finalement. Mais bon, en Occident, on ne voit pas Papillon. Papillon, c'était un Ardéchois un bagnard ardéchois. Alors, il a tracé sur la soie blanche qu'elle me présentait, senteur d'orchidée, aux ailes du papillon, c'est communiqué. Senteur d'orchidée, aux ailes du papillon, c'est communiqué. Oh, voilà. Eh bien, un parfum, le parfum d'une femme, le parfum. On ne fait pas attention tellement, bien sûr on y fait attention, mais quand on est complètement présent au monde et sans peur, sans angoisse, sans anxiété, on peut succuler toutes ces choses-là. Et bien souvent, on est en présence d'une femme et on sent son parfum, on sent quelque chose, et il y a quelque chose d'incroyable. Voilà, il y a le film Parfum de femme, mais malheureusement, c'est une vie, c'est superbe, hein, mais c'est une vie pas en douceur, mais en puissance, qui est dans la senteur du parfum d'une femme, dans ce film avec Vittorio Gassman. Je visite la hutte couverte de roseaux d'un ermite, une vigne vierge plantée 4-5 bambous au vent furieux. Je visite la hutte couverte de roseaux d'un ermite. Il devait y avoir de ces hommes incroyables à cette époque-là, en 1600, dans ce Japon qui n'avait pas été ouvert encore vraisemblablement par les Hollandais. Et c'est ce qu'il visait à préserver, évidemment. Mais l'humanité deviendra comme ça. Il fallait dépasser cette chose-là, il fallait aller à la rencontre, même si ça s'est fait brutalement, parce qu'on ne savait pas comment aller à la rencontre des autres, autrement que par la violence, que par la domination, que par... Voilà, malheureusement, et l'Occident a sa grande part de violence à travers ces rencontres. Peut-être davantage que les autres cultures, d'ailleurs. L'histoire l'éclairera, on verra vraiment ça. Mais on ne savait pas faire autrement, c'est tout. Voilà, il faut avoir beaucoup d'indulgence et beaucoup, même s'il faut condamner, et puis garder le souvenir, et puis demander des excuses et tout, c'est légitime. Mais il faut derrière pouvoir... C'est pour ça que s'excuser est fondamental, parce que s'excuser en tant qu'ancien colon, ancien pays colonisateur, s'excuser nos chefs d'État, c'est vital, et ça permet à l'autre de dire bon, on vous excuse, et c'est vrai, vous avez aussi amené ça et ça, mais c'est pas à nous à le dire, c'est à eux à le dire. C'est comme ça que ça doit se faire, et c'est injuste de pas le faire, voilà. Mais bon, pour l'instant, on est avec des dominants narcissiques depuis une trentaine d'années.
des dominants qui sont dans la superbe, dans la toute-puissance, qui sont dans le narcissisme et qui sont belliqueux, agressifs, voilà, et qui n'ont rien compris encore à l'universalité, alors que nous sommes le pays, nous sommes le pays qui peut amener cette nouvelle philosophie, cette nouvelle pensée universelle. Voilà mes amis, je vais arrêter là et je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous pensez que ces vidéos ont quelque intérêt pour le collectif, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, à vos connaissances, et vous pouvez écrire des commentaires. J'y réponds en général systématiquement. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre présence que je ressens comme le parfum, comme un parfum. Je sais que vous êtes là, voilà. Et ça m'encourage à travailler. Et voilà, c'est un travail réciproque entre vous et moi. Merci, à très bientôt.